Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur Télé Sud pour cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui, deux invités de marque, le directeur délégué de Challenge, Pierre-Henri de Menton, et Jean-Louis Burgat, qui est éditorialiste, en particulier sur la chaîne CNews. Pierre-Henri de Menton, votre spécialité, si j'ose dire, parce que vous avez quand même un éventail assez large de compétences, c'est l'économie. Et commençons donc par parler de l'économie de la France. On a beaucoup dit que pendant l'épidémie, au début de l'épidémie, que les mesures édictées par le gouvernement, ce blocage quasi total de la production, allaient entraîner de graves dégâts à la rentrée. Alors la rentrée, nous y sommes, il y a un plan de relance qui est annoncé par le gouvernement. Quelle est votre opinion sur la situation ? Alors d'abord, il faut, on a été plongé dans une sorte de brouillard, d'opacité complète sur la situation économique. Ne serait-ce que parce que l'appareil statistique ne fonctionnait plus. On a eu du mal à, par exemple, les relevés de prix, on ne pouvait plus les faire, etc. Donc, les organismes chargés de faire ça, comme l'INSEE, par exemple, ont pas mal tâtonné. On commence un petit peu à y voir clair. C'est un peu moins dramatique qu'on l'imaginait, mais on parle quand même d'une économie qui aura une contraction d'un peu plus de 6%. On le saura, je pense, dans quelques semaines, mais le gouvernement a déjà dit qu'il révisait plutôt à la hausse, si je puis dire, ou en tout cas moins pire ces chiffres. Ça, c'est la première chose. Et puis, du point de vue de la politique économique, donc on est toujours dans une situation d'urgence. On a eu en fait deux plans de relance. Un premier qui a été un plan d'urgence, ce que les économistes appellent vers la demande, c'est-à-dire qu'on puisse... par exemple avec le chômage partiel, qui a été une mesure extrêmement importante, qui a permis, où on a payé en fait des millions de gens, l'État a pris en charge le salaire de millions de gens, ce qui a permis d'arranger les choses pour les entreprises, mais aussi pour les ménages. Donc on a vu se former une épargne, environ 100 milliards d'euros ont été thésaurisés par les Français. 100 milliards d'euros, c'est ce qui correspond à un deuxième plan de relance, celui qui a été annoncé il y a quelques jours, qui lui... En termes de politique économique, on parle surtout de politique de l'offre, donc avec des mesures comme par exemple la baisse des impôts de production qui va favoriser un redémarrage ou une survie de l'industrie. Donc voilà, c'est en cours, on n'y voit pas encore très clair, mais voilà. Et tout ça c'est fait, et ça c'est quand même la très bonne nouvelle, avec un accord au niveau européen, donc d'un plan européen, qui fait lui 750 milliards, et en fait les choses se recoupent parce qu'on parle toujours de ce fameux plan à 100 milliards, en oubliant que 40% de ce plan va être financé par l'Europe, en fait, dans le cadre de cette structure qui a été mise en place sous l'égide d'Emmanuel Macron et Angela Merkel. C'est de l'argent qu'il faudra rembourser un jour ? Alors ça, c'est toute la question. C'est de l'argent qu'on n'a pas. Vous savez que la France, en tout cas, est dans une situation très compliquée du point de vue de ses finances publiques. Elle l'était avant. Voilà. Alors, en ce moment, la mode, c'est de parler de dette perpétuelle. On a toutes sortes de concepts qui sont sortis pour, en gros, dire on ne le remboursera jamais. Ça sera toujours reporté, etc. On va bien voir, mais le fait est qu'au niveau national, des vraies dépenses budgétaires qui ont été faites, la France est plutôt en retrait par rapport à l'Allemagne, qui, elle, avait des réserves, puisque ça a été une fourmi depuis 2008. Ils sont devenus cigales là, dans l'urgence. Ils ont complètement changé, une vraie révolution culturelle pour les Allemands, avec un très gros plan de relance. Et ils avaient de la marge parce que l'Allemagne est à l'équilibre, voire en excédent budgétaire. Jean-Louis Burgat, quelle est la traduction du côté de la politique de ce qui se passe en économie ? C'est-à-dire... Déjà, moi je ne suis pas un spécialiste de l'économie, donc je ne regarde pas les choses directement, je regarde les baromètres. Il y a un baromètre qui m'a toujours rassuré, c'est que les bourses avaient beaucoup plongé pendant la crise. Elles sont rapidement remontées avec des petits zigzags, mais enfin, c'est tout de même un des indices importants. J'écoute, j'entends aussi les discours des ministres, en particulier celui de l'économie, qui est plutôt optimiste, qui dit que son plan a marché. Puis je regarde aussi les pays européens. Pendant un certain temps, j'ai cru que l'Allemagne allait prendre un chemin différent, que l'Allemagne était plus solide, allait fonctionner différemment. Je m'aperçois aussi que l'Allemagne est en train de fonctionner comme nous.
Donc voilà, en tant que non spécialiste, mais en tant que consommateur, je suis plutôt rassuré, malgré les mauvaises nouvelles qui s'accumulent au niveau du chômage, au niveau des fermetures d'entreprises, des fermetures de petits commerces, etc. Et en ce qui concerne alors la vraie politique politicienne, c'est-à-dire les prochaines élections, peut-être pas régionales, mais en tout cas celle dont tout le monde parle, c'est la présidentielle de 2022, la situation du président Macron, est-ce qu'elle est finalement elle va être impactée par toute ce qui se passe actuellement ou... Pour l'instant, dans une bataille, quand on n'a pas d'ennemi, on est le plus fort. Pour l'instant, Macron, le président Macron, il n'y a personne qui lève le doigt pour dire j'aimerais être à sa place. Donc voilà, vous avez vu l'épisode de la semaine dernière avec le candidat de la droite le plus estimé, oui, François Baroin, qui ne dit rien, en gros, on peut conclure qu'il ne veut pas y aller. Donc, comme les élections présidentielles dans ce régime qui devient de plus en plus présidentiel se jouent sur des noms, et qu'il n'y a pas de nom en face, pour l'instant, j'ai l'impression que le portail est ouvert assez grand pour Emmanuel Macron. Alors il y a un nom quand même, c'est Édouard Philippe, qui serait objectivement le meilleur candidat de la droite, mais il faudrait que ça aille très mal pour Emmanuel Macron ou qu'il accepte d'endosser le costume du traître, ce qui n'est jamais très bon, mais dans l'histoire politique française, ça a quand même marché à plusieurs reprises. Il y a des noms. Pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui l'ont rencontré, c'est pas mon cas, mais j'ai rencontré des personnes qui le fréquentent assez régulièrement, il ne veut pas jouer le rôle du traître. Il affirme à tout le monde que si Emmanuel Macron est candidat, il ne le sera pas. Alors, il y a bien entendu encore de l'eau qui va couler sous les ponts, mais voilà, c'est ce qu'il dit, et pourquoi ne pas le croire ? Oui, et en plus c'est une élection où si on rate le premier tour, on peut pas, quelqu'un d'autre de l'extérieur ne peut pas se présenter juste pour le deuxième. Non. On est obligé de se déclarer quand même un certain temps à l'avance. Et le chômage est quand même un facteur qui influe sur le résultat des élections, en principe, dans tous les pays. C'est le problème numéro 1 de la France. On l'a vu, beaucoup de présidents de la République ont payé cher à cause du chômage. Donc François Hollande, qui avait, vous savez, promis l'inversion de la courbe du chômage en France, qui est arrivé trop tard pour lui. C'est au moment où il a dit qu'il ne se représenterait pas que le chômage a commencé à baisser, à quelques semaines près. Et là, la courbe, elle est comme ça. Donc, les organismes internationaux considèrent qu'on va être au-dessus de 13% de chômage en France à la fin de l'année. C'est beaucoup. C'est beaucoup plus, par exemple, qu'en Allemagne. Où en Allemagne, on va plutôt être autour de 6. Donc, il y a un écart énorme entre les deux pays de ce point de vue-là. Et là, malheureusement, ça va être difficile parce qu'on va avoir... Pour l'instant, du point de vue des fermetures d'entreprises et des faillites, tout est à peu près tenu parce qu'on a changé les délais légaux pour les déclarations de défaillance d'entreprises, etc. Mais à partir du mois d'octobre, je pense qu'il va y avoir beaucoup, à la fois de plans sociaux et de fermetures de faillites d'entreprises. Donc la vague est toujours là, elle est devant nous quand même. En ce qui concerne le chômage, Jean-Louis Burgat, vous avez une expérience, vous avez été en Angleterre pendant très longtemps, correspondant. Là aussi, il y a eu des élections pendant que vous y étiez, et c'est chaque fois aussi le chômage qui, en quelque sorte, a décidé de qui serait élu conservateur ou travailliste, non ? J'ai vécu une période, la période la plus dure de Margaret Thatcher, lorsque j'étais correspondant de TF1 à Londres, et effectivement... j'ai vu ces remèdes de cheval qu'elle a tenté d'appliquer qui n'ont pas réglé le problème du chômage immédiatement, puisque je me souviens même de ces départs de Londres pour revenir à Paris de temps en temps, où j'avais l'impression de quitter un pays qui était en train de se perdre, l'Angleterre et Londres à l'époque. On voyait même des choses aussi simples que la dégradation des rues, les choses comme ça. Et on arrivait à Paris, on avait l'impression qu'on arrivait dans un pays beaucoup plus riche. Et puis la méthode Thatcher, elle a tout de même fonctionné. Et on a vu que les Anglais ont repris confiance après cette période effectivement difficile à traverser. C'est elle qui avait eu cette grande grève des mineurs ou c'est... non, c'était pas... La grande grève des mineurs a eu lieu, je pense, sous son prédécesseur.
Mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises parce que je n'ai pas les dates exactement dans la tête. Là. Non mais enfin, quand elle a été au pouvoir, les grèves, les grévistes, elle les a massacrés. Elle ne les a pas massacrés. Elle a essayé d'expliquer qu'elle voulait mener une autre politique que ce qu'avaient fait les travaillistes avant. Donc elle a tenté d'expliquer, ensuite elle a agi, mais encore une fois, le remède était très dur pendant un certain temps. Je me souviens de la dégradation des transports publics parce qu'elle a fermé les robinets des aides, etc. Et c'était une période très dure, c'est sûr. Mais en Allemagne, Gerhard Schröder a fait la même chose. Il a perdu les élections. Hein. Et effectivement, il a vraiment réformé considérablement le marché du travail. En France, ça a été le cas aussi. Hein. Le marché du travail a commencé à être réformé sous la fin du quinquennat précédent. Vous vous rappelez des grandes manifestations à la fin du quinquennat Hollande. Et ça va continuer, je pense. Alors après, c'est une question de timing. Là, on a mis tout ça à l'étouffer avec M. Jean Castex, mais voilà, la réforme de l'assurance chômage, elle est toujours à l'agenda, hein, si je puis dire. Oui, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que cette affaire de pandémie va empêcher les réformes ? Moi, je pense pas. Je pense que les réformes, mais bon, là, c'est un avis personnel. Mais par exemple, c'est aussi des faits. Par exemple, le gouvernement a demandé au Conseil d'orientation des retraites, donc un groupe d'experts qui travaille sur la réforme des retraites depuis des années maintenant, de refaire un état des lieux. Donc là, le rapport devrait sortir fin septembre. Donc il y a toujours quelque chose qui bouge, en tout cas. Voilà. Alors après, est-ce que politiquement, ils sortiront ça avant 2022 je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une grande partie de l'opinion qui considère qu'il faut y aller, il faut réformer. Et c'est plutôt l'électorat de droite qui est maintenant le socle de l'électorat d'Emmanuel Macron. Ouais. Jean-Luc Burgat, est-ce qu'on peut réformer en France quand le chômage est à 13%? Bonne question à laquelle je ne sais pas quoi répondre, mais c'est vrai qu'on a vécu différentes périodes qui ont peut-être fait comprendre aux gens que la réforme est obligatoire. Regardez encore ce qui vient de sortir cette semaine, ce rapport, je crois que c'est de la Cour des comptes, sur la gabegie dans les assistances sociales, c'est-à-dire dans la sécurité sociale et dans toutes les aides. Je crois que... Gabegie, escroquerie, hein, tout. Gabegie, escroquerie, et je crois que tout ça, tout de même, fait prendre conscience aux Français de l'obligation d'une réforme de l'État, en tout cas quand on voit les chiffres de ce que l'État, c'est-à-dire nos impôts, ont apporté à ce pays pour essayer pour que ça tienne, et que d'un autre côté on découvre qu'il y a 70 millions d'abonnés à la sécurité sociale alors qu'on est 62 ou 63 millions de Français, sont des choses qui obligent à réfléchir à la réforme. Alors quelle réforme, ça c'est plus compliqué. Et Pierre-Henri, est-ce que le gouvernement actuel, avec ce nouveau Premier ministre, est à votre avis capable de faire ce travail ? Bah écoutez, en tout cas, il a un certain talent pour ça, puisque il a reçu donc, tous les leaders syndicaux français là, il y a quelques jours, et ils sont tous sortis ravis, parce qu'ils ont un sentiment, en tout cas, il a une capacité d'écoute, on va dire, pour être plus caricatural, de passer la pommade, qui fait que n'avait peut-être pas son prédécesseur, qui était plus raide. Donc on a, on va dire, une meilleure qualité du dialogue social. Cela dit, il n'y avait pas grand-chose sur la table, donc c'était assez facile. On va voir la suite. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît bien ce milieu-là, donc on va voir. Mais ça a démarré pas trop mal. Il y a une petite source d'inquiétude quand même. C'est quand vous regardez sa cote de popularité, il n'a pas eu de cadeau, elle a baissé d'entrée de jeu, hein, même s'il a fait, je crois, 25 sorties sur le terrain en un mois. Ça n'a pas empêché de perdre 7 points dans les sondages d'entrée. Donc il n'y a pas non plus un très grand capital sympathie. Alors moi je ne suis pas un spécialiste, mais c'est peut-être lié au fait aussi qu'il n'a pas beaucoup de notoriété. Donc voilà, mais ce n'est pas
un démarrage en fanfare. Ça, le président de la République, il est beaucoup moins populaire que ne l'était Édouard Philippe à la fin de ses derniers jours à Matignon. Ce qui pose peut-être un petit problème et qui a peut-être expliqué son départ d'ailleurs. Oui. Non, mais c'est sûr aussi qu'on ne peut pas être populaire quand on n'est pas connu. Voilà. Donc c'est pour ça que je relativise effectivement les sondages, puisqu'il a un déficit de notoriété, effectivement. Mais ça va être vite comblé quand même. Et en ce qui concerne le chômage plus précisément, par exemple des grandes sociétés qui ont annoncé de nombreux licenciements, je ne sais pas, Air France par exemple, là on ne voit pas comment, il n'y a pas de solution miracle pour les faire repartir. Tout ce qui concerne le tourisme, qui est quand même un des sources de revenus très importantes. Il y a des pans entiers de l'économie qui se sont mis à l'arrêt, l'aéronautique. Alors ce qui est embêtant, c'est que c'est en plus ceux qui nous ramenaient beaucoup de devises en France. Donc là, effectivement, on a une balance qu'on appelle la balance des paiements courants qui est complètement déficitaire, la balance commerciale aussi, puisque ce qui nous ramenait de l'argent, en gros, c'était le tourisme, Airbus. Alors l'armement, ça tient à peu près, mais en gros, c'est les 3 gros postes. Là, en tout cas en ce qui concerne le tourisme, vous voyez, il est franco-français, mais les étrangers viennent beaucoup moins, on l'a vu cet été. Et puis l'aéronautique, quelle est la compagnie aérienne qui va aller commander des Airbus maintenant, donc là, on est planté pour, à mon avis, plusieurs années, effectivement. Le tourisme, ça peut démarrer plus vite, ça va dépendre des conditions sanitaires. Mais... Toute cette situation gravissime, est-ce qu'elle va entraîner à nouveau, à votre avis, des mouvements de contestation plus ou moins violents, comme les Gilets jaunes et tout ça? Parce que plus il y a de chômeurs et plus il y a de mécontents, enfin en principe. Le ministre de l'économie et des finances a dit qu'on retrouverait notre façon de fonctionner dans 2 ans. C'est ce qu'il a dit, je crois. C'est un message d'espoir. On peut le croire, on peut imaginer qu'en attendant, on a vu aussi s'ajouter d'autres chantiers dans le travail du gouvernement. On a vu par exemple le problème de la sécurité arriver en première ligne. Donc je pense que ce débat va être important. Et c'est un débat qui s'installe en plus déjà au sein du gouvernement, mais qui est en train de s'emparer de la nation tout entière. Et je ne sais pas si cette grande inquiétude ne va pas un peu changer la donne et transformer la volonté de bagarre de certains. Je me pose la question. Et à votre avis, pourquoi est-ce que cette question de la sécurité revient au premier plan aujourd'hui? Il y a toujours eu des agressions, des vols, des cambriolages, des conducteurs de bus qui ont pris un pain, enfin, il y en a un qui a été malheureusement tué, mais ce genre de situation... Enfin, c'est un grand classique, je pense que les élections présidentielles approchent. La droite, c'est toujours cette histoire de Rassemblement national, les droites, donc une forme de surenchère. Et comme Emmanuel Macron s'est positionné sur ce socle de centre-droit, etc., il est aussi, tout le monde en fait a intérêt à faire monter ces débats. Et en plus, c'est très cynique, mais ça permet un peu de détourner, on va dire, la focale par rapport aux vrais problèmes du pays, qui sont gigantesques, qui sont les problèmes qu'on évoquait avant, où on a quand même les 2 premiers des pans entiers de l'économie qui vont s'arrêter. Donc voilà. Donc, effectivement. Exactement, c'est ce que je disais. Ce débat sur la sécurité qui est en train de prendre de l'ampleur détourne effectivement l'attention sur un certain nombre de problèmes qui sont beaucoup plus concrets, comme l'évolution de notre économie et de notre industrie. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de sécurité. D'ailleurs, le président de la République, il a positionner le débat plus sur, pas vraiment sur la sécurité, mais sur ce qu'il appelle le séparatisme. L'intégration, qui est un drôle de mot, parce que le séparatisme, c'est le problème de l'intégration de l'islam dans la société, si vous voulez. Pas pourquoi on parle de séparatisme, on parle ni des Corses, ni des Bretons, ni des Marseillais, mais d'un problème qui n'a pas été réglé par la société et par le pays, effectivement. On a très peur des mots dans ce débat. On a très peur des mots. Alors c'est vrai que certains mots peuvent mettre un peu de raviver les plaies et que pour l'instant on a besoin
On a besoin plutôt d'essayer de réconcilier. Il n'en demeure pas moins que le débat sur la sécurité, il est là. Jour après jour, des affaires plus horribles les unes que les autres arrivent. Alors, est-ce que c'est parce que nous avons des réseaux sociaux qui sortent plus facilement les histoires? Est-ce que c'est parce que tout le monde a un appareil photo dans la poche avec son téléphone portable? Ça joue certainement. Il n'en demeure pas moins que, pour ma part, je n'ai jamais vu un tel degré de violence dans mon quotidien quand je le lis le matin, dans mon journal. Ce matin, c'était cette petite fille de 11 ans qui s'est fait battre et filmer dans une banlieue parisienne par une autre bande de petits garçons. Ce sont tout de même des choses auxquelles on n'assistait pas tout de même de cette façon-là il y a quelques années. Ou on n'en parlait pas, peut-être. Je ne sais pas si on n'en parlait pas, c'est une question, on peut se poser. C'est sûr que les réseaux sociaux apportent aujourd'hui des informations que les rédactions n'étaient pas à même de fournir toujours, de la même façon. Il y a toujours eu des faits divers, dans les infos gênées, il y a toujours eu quand même... L'affaire Grégory... Mais enfin, ce sont de grandes affaires. Là, c'est de la violence quotidienne qui est racontée tous les jours. Ouais. C'est de la violence quotidienne avec des choses abominables. Et on a vécu tout cet été sur cette violence quotidienne. Alors, comme vous le disiez, je pense que ça détourne le débat sur la réflexion qu'on peut avoir sur l'évolution de notre pays sur le plan économique, et que le gouvernement l'utilise certainement. Il n'en demeure pas moins que c'est là. Donc, pour nous résumer, avant de conclure, de mauvais chiffres annoncés pour le chômage, et ce qui est évidemment très perturbant aussi, c'est qu'on est quand même toujours le numéro 1 de la dépense publique, de la dette... Enfin, et des impôts. Et des impôts. Donc on n'a pas les moyens de dépenser, on n'a pas les moyens de réduire la dépense non plus, puisqu'on a déjà les impôts, les prélèvements obligatoires. Mais certains grands patrons demandent des impôts supplémentaires, vous avez vu ça? Non, c'est vrai? Alors, il y a moins d'impôts ou plus d'impôts? Plus d'impôts. Il y a un certain nombre de têtes d'affiche dans le patronat français qui disent qu'ils sont prêts à cotiser plus. Alors, il y a un impôt que réclame le patronat, c'est un impôt barrière des frontières de l'Europe sur les produits importés, notamment de Chine. Donc ça, c'est un impôt effectivement que demande le MEDEF. Protectionniste. Protectionniste. Après, effectivement, il y a toutes sortes d'impôts. Bon, le gouvernement a promis qu'il n'y aurait plus de hauts impôts, mais il y a toutes sortes d'impôts qui traînent, dont un certain nombre un peu surréalistes. Par exemple, je vous rappelle que la Convention citoyenne a décidé qu'il y aurait une taxe sur les compagnies aériennes d'environ 4 milliards. Donc on est sur un secteur qui est virtuellement en faillite. On va le tuer. On ne sait pas très bien comment on va pouvoir arbitrer entre les promesses vertes et puis le sauvetage de l'emploi. Là, il va y avoir quand même un exercice assez acrobatique à mener pour le gouvernement, et ça va arriver assez vite dans les semaines qui viennent. On ne voit pas très bien comment il va pouvoir gérer ça. Donc effectivement, il y a toujours de l'impôt qui traîne. Voilà, alors je ne vois pas ce que c'est. Non, moi je vous parle d'autre chose. Un certain nombre de têtes d'affiche, je regrette de ne pas avoir les noms sous les yeux, un certain nombre de têtes d'affiche du patronat français ont révélé avant-hier, c'était dans différents quotidiens français, donc je crois, on peut le citer, Le Figaro, qu'ils étaient prêts à cotiser plus et que pour compenser les pertes de cette période, ils étaient prêts à sortir un peu plus d'argent chez les plus gros revenus. Et ce n'est pas n'importe qui le dit. Ce sont de grands chefs d'entreprise. J'avoue avoir été étonné, mais bon, je l'ai lu. Un dernier mot, puisque vous étiez correspondant à Londres, votre avis sur le Brexit, là, qui s'annonce imminent, enfin Brexit ou pas Brexit, quel est votre sentiment ? Mon sentiment, c'est que je n'arrive pas à comprendre quelle est la stratégie de Boris Johnson. Je l'ai vu faire quelques virevoltes. Après, l'Europe apparemment poursuit le même chemin par rapport à l'Angleterre. C'est une question très difficile que vous me posez là, parce que je suis incapable de comprendre la politique de Boris Johnson aujourd'hui, je le dis comme ça. Pierre-Henri ? Le Brexit, moi je trouve que j'ai un jugement extrêmement sévère sur Boris Johnson. Je pense qu'il a
à la fois dans la gestion de la pandémie et puis dans la gestion du Brexit. Enfin, c'est quand même, il est à l'origine du Brexit. Hein. C'est lui qui a basculé, qui a appuyé en 2016 le Brexit lors du référendum pour des raisons politiciennes. Enfin, on va dire à la suite de l'erreur stratégique et tactique de Cameron. Donc, il a une responsabilité historique sur ce qui est ce qui va arriver au Royaume-Uni, qui est quand même pas très dans un état. Alors, je ne sais pas si on va revenir à l'état où était le Royaume-Uni avant l'arrivée de Margaret Thatcher à la fin des années 70, où effectivement c'était devenu pratiquement un pays en voie de développement. Là, c'est quand même très mal parti. Hein. Il y a un réel problème de gouvernance du pays. Merci beaucoup. Nous aurons comme ça une occasion de nous revoir pour en reparler, enfin pour parler du Brexit et de voir en particulier ses conséquences qui, s'il n'y a pas d'accord, qui sont certainement très dures pour à la fois l'économie de la Grande-Bretagne et pour la nôtre. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine.